Guerre au Moyen-Orient, prolongation du cessez-le-feu au Liban, explosion à Téhéran. Ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 23 avril, France Info. Guerre au Moyen-Orient, prolongation du cessez-le-feu au Liban, explosion à Téhéran. Ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 23 avril, Donald Trump a annoncé une prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, qui venait à expiration dimanche, de 3 semaines. Publié le 24-04-2026 minuit 13 mis à jour le 24-04-2026 minuit 14 temps de lecture, 3 minutes. Donald Trump est entouré de Mike Huckabee, ambassadeur des États-Unis en Israël, Yechiel Leter, ambassadeur d'Israël aux États-Unis, du vice-président américain J.D. Vance, du secrétaire d'État Marco Rubio, de l'ambassadrice du Liban aux États-Unis, Nada Ahmad Moawad et de l'ambassadeur américain au Liban, Michel Issa, après des pourparlers à la Maison-Blanche, le 23 avril 2026. Brandon Smialowski AFP. Donald Trump a affirmé qu'il y avait une très bonne chance de parvenir à un accord de paix entre Israël et le Liban dès cette année, après avoir annoncé une prolongation du cessez-le-feu de 3 semaines, jeudi 23 avril. Sur l'autre front de la guerre, entre l'Iran et Washington, la trêve en vigueur depuis 2 semaines ne semble tenir qu'à un fil. Des médias iraniens ont notamment rapporté des explosions à Téhéran, une première depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. France Info fait le point sur ce qu'il faut retenir des informations de cette journée. Donald Trump annonce une prolongation du cessez-le-feu au Liban. Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban sera prolongé de 3 semaines, a annoncé Donald Trump, jeudi soir. Le président a participé, dans l'après-midi, à une nouvelle session de pourparlers à Washington entre les deux pays au niveau des ambassadeurs, durant laquelle Beyrouth avait annoncé vouloir demander une prolongation de la trêve en vigueur depuis le 17 avril. Le président américain a par ailleurs affirmé qu'il y avait une très bonne chance de parvenir à un accord de paix entre les deux pays cette année. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le président libanais, Joseph Aoun, pourraient se rencontrer dans les semaines à venir, a encore écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. Des explosions ont retenti à Téhéran. Des médias iraniens ont rapporté des explosions en soirée à Téhéran, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 8 avril, qui devait prendre fin mercredi mais a été prolongé de manière unilatérale par les États-Unis. Donald Trump a par ailleurs assuré, jeudi, qu'il avait tout le temps du monde dans la guerre au Moyen-Orient. Israël attend le feu vert de Trump pour ramener l'Iran à l'âge de pierre. Israël est prêt à reprendre la guerre contre l'Iran et attend le feu vert de Washington pour ramener ce pays à l'âge de pierre, a déclaré le ministre de la Défense, Israel Katz. Donald Trump a annoncé mardi une prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran entré en vigueur le 8 avril et auquel Israël s'est plié. Tsahal est prête, tant sur le plan défensif qu'offensif, et les cibles ont été désignées, a affirmé Israel Katz. Nous attendons le feu vert des États-Unis, avant tout pour achever l'élimination de la dynastie Khamenei, a-t-il ajouté en référence à Mojtaba Khamenei, mais aussi, pour ramener l'Iran à l'âge obscur et à l'âge de pierre en détruisant des installations énergétiques et électriques clés et en démantelant son infrastructure économique nationale. Cette fois-ci, lorsque l'attaque reprendra, elle sera différente et mortelle, en ajoutant des coups dévastateurs aux points les plus sensibles, après les frappes colossales déjà subies par le régime terroriste iranien, qui ébranleront et feront s'effondrer ses fondations, a ajouté le ministre. Donald Trump ordonne de détruire les bateaux iraniens. Posant des mines dans le détroit d'Ormuz. C'est le dernier épisode en date du bras de fer maritime entre les deux belligérants, qui multiplient saisies et inspections de navires. Donald Trump a ordonné, jeudi, la destruction des bateaux iraniens posant des mines dans le détroit d'Ormuz. Il ne doit y avoir aucune hésitation, a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, alors que le double blocus iranien et américain auquel est soumise cette voie maritime stratégique ébranle chaque jour davantage l'économie mondiale. L'Iran n'est pas en reste. Après avoir saisi 2 navires mercredi dans le détroit et martelé que ce dernier resterait fermé tant que les États-Unis ne mettraient pas fin au blocus des ports iraniens qu'ils imposent depuis le 13 avril. Un haut responsable iranien a par ailleurs annoncé, jeudi, que l'Iran avait reçu ses premiers revenus issus des droits de passage unilatéralement imposés dans le détroit. 3 personnes ont été tuées au Liban. 3 personnes ont été tuées jeudi dans une frappe israélienne, malgré la trêve entre Israël et le Hezbollah pro-iranien en vigueur depuis le 17 avril. Le Hezbollah a pour sa part revendiqué des attaques contre les troupes israéliennes en territoire libanais et annoncé avoir tiré des roquettes sur le nord d'Israël. Le même jour, le président libanais, Joseph Aoun, et le premier ministre, Nawaf Salam, ont accusé Israël d'avoir perpétré un crime de guerre après la mort de la journaliste libanaise Amal Khalil dans une frappe aérienne israélienne dans le sud du pays. Âgée de 42 ans, la journaliste du quotidien Al-Akhbar a été tuée mercredi. Sa collègue indépendante Zeinab Faraj a été blessée dans cette même frappe. Sujet suivant.
Cérémonie des flammes, Théodora sacrée artiste féminine de l'année, Gims récompensée chez les hommes, Freusinfo. Cérémonie des flammes, Théodora sacrée artiste féminine de l'année, Gims récompensée chez les hommes. La rappeuse a par ailleurs reçu les trophées du meilleur clip, de la nouvelle pop, de la meilleure cover de l'année et de l'album de l'année. Publié le 24/04/2026 minuit demi à jour. Le 24/04/2026 minuit 23 temps de lecture. Une minute. Théodora reçoit une récompense lors des Flammes, à Boulogne-Billancourt, le 23 avril 2026. France 4. La rappeuse est la grande gagnante de la soirée. Favorite, Théodora a été sacrée artiste féminine de l'année lors de la 4e édition de la Cérémonie des Flammes, récompense dédiée au rap et aux cultures populaires, jeudi 23 avril. Sur scène, la star de 22 ans a rappelé que ce trophée sacrait ses projets, dont Bad Boy Love Story, et en a profité pour adresser un message aux victimes de violences conjugales. N'oubliez pas que vous pouvez partir, que la porte est ouverte, a-t-elle lancé. Pendant la soirée, elle a par ailleurs reçu les trophées du meilleur clip, de la nouvelle pop, de la meilleure cover de l'année et de l'album de l'année. Pour l'artiste masculin, c'est Gims qui a été reconnu à la scène musicale, à Boulogne-Billancourt. Ça me montre que le travail a été vu, que l'effort a été reconnu, a remercié Gims dans un message enregistré. Il était absent de la cérémonie, près d'un mois après sa mise en examen dans une vaste affaire de blanchiment présumé. Voici le palmarès complet: compositeur de l'année, Junior à la Pro featuring de l'année, Gazo et la Reveleuse pour KAT Clip, Théodora et Melchior Leroux, pour Fashion désigna morceaux de musiques africaines ou d'inspiration africaine, Imra et Mins, pour Number One Album Nouvelle Pop, Théodora, pour Mega BBL producteur de spectacle, Non-Stop Production Label, All. Label Service Label Indépendant, la triade stratégie de lancement d'album, Gims morceau RB, Ronisia, pour Solide. Morceaux de musique caribéenne ou d'inspiration caribéenne, Meryl et Eva, pour Coco Chanel Flamme éternelle, Elième révélation scénique de l'année, Jola Green 23 cover d'album de l'année, Théodora et Léa Esmeli, pour Mega BBL concert de l'année, Tiakola featuring européen ou international, Tiakola et Azak, avec Badman Gangsta rayonnement international, Lacrim révélation féminine, Fallon révélation masculine, L2B engagement social, Banlieue climat morceau de performance rap, Timar. Pour Sierra Leone album rap, Wernois, pour Diamant Noir album de l'année, Théodora, avec Mega BBL morceau de l'année, Hamza, pour Kiki Debondi artiste masculin de l'année, Gims artiste féminine de l'année, Théodora. Sujet suivant. Document France TV. C'est sans doute l'endroit le plus radioactif au monde, plongé dans les entrailles de la centrale de Tchernobyl, 40 ans après la catastrophe nucléaire, France Info. Publié le 23/04/2026 20h49 temps de lecture, 2 minutes, vidéo, 8 minutes. Les journalistes de France 2 ont pu pénétrer dans le bâtiment, au plus près du réacteur numéro 4, qui a explosé le 26 avril 1986. Ils ont aussi rencontré des habitants qui ont survécu à la catastrophe. Monumentale et menaçante, la centrale nucléaire de Tchernobyl est à l'arrêt, mais toujours radioactive, à l'approche des 40 ans de la catastrophe, dimanche 26 avril. Les équipes du 20h de France 2 ont pu pénétrer dans les entrailles du bâtiment. Avec une tenue complète de protection, ils se sont aventurés dans un dédale de couloirs, jusqu'à arriver au sarcophage construit par les soviétiques et à la nouvelle arche de confinement. Les deux structures recouvrent le réacteur numéro 4, qui a explosé le 26 avril 1986, provoquant la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. L'objectif est de pouvoir démanteler un jour le réacteur. Mais la tâche s'annonce compliquée, dans une zone où la radioactivité peut s'avérer mortelle, comme en témoigne le compteur Geiger de la journaliste Dorothée Olyric, chargée de la mesurer. Nous sommes à 58 microsievert par heure. C'est une dose très, très forte. C'est l'endroit, sans doute, le plus radioactif au monde. On va quitter la zone dans quelques secondes, témoigne l'envoyé spécial. Sous l'arche de confinement qui recouvre le réacteur endommagé de la centrale nucléaire de Tchernobyl. France 2 direction ensuite la salle de contrôle. C'est ici que s'est jouée la tragédie. Depuis, rien n'a été touché. Le 26 avril 1986, les ingénieurs se tiennent devant le pupitre, effectuant des tests sur le réacteur, qui devient incontrôlable. Ils tentent alors de tout stopper, en appuyant sur un bouton qui va faire exploser le réacteur. La salle de contrôle de la centrale de Tchernobyl. France 2 à l'époque, Petro Kmil, âgé de 24 ans,
est le chef d'un petit groupe de pompiers, de garde cette nuit-là. Depuis leur immeuble, à 3 km de la centrale, ils voient l'explosion et sont les tout premiers à intervenir. On n'avait pas de protection particulière, juste des bottes renforcées et notre uniforme ordinaire, se souvient-il. Personne ne nous a jamais parlé de radioactivité, dit cet ancien pompier de Tchernobyl. France 2 très vite, des hélicoptères survolent la zone en dépit du danger, déversant plomb et sable pour étouffer la combustion. Des moyens dérisoires. La déflagration propulse dans l'atmosphère un panache de particules radioactives. Pendant 10 jours, elles vont se répandre sur l'Ukraine, la Russie et une large partie de l'Europe. La poussière radioactive contamine fortement les alentours de la centrale. Près de 50 000 personnes vivent alors à Pripyat, la ville la plus proche. Elles sont évacuées le lendemain. Aujourd'hui, la cité se trouve dans la zone d'exclusion de 10 km établie autour de la centrale. Personne ne retournera à Pripyat. Il faudra plus de 250 000 ans pour que le plutonium disparaisse. Quant à l'uranium, il persistera des milliards d'années. La ville de Pripyat fait partie de la zone d'exclusion autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl, depuis 40 ans. France 2 Les équipes de France 2 se sont rendues dans la deuxième zone d'exclusion, qui s'étend sur 30 km autour de la centrale de Tchernobyl. La population a également été évacuée après la catastrophe. Mais quelques mois après, beaucoup sont rentrés. On les appelle les revenants. Aujourd'hui, il en reste 35, dont Alina Volochina. Le moment de l'évacuation, c'était poignant. Les gens pleuraient, ils s'accrochaient à leurs baluchons, à leurs sacs. Tout le monde était en larmes, raconte-t-elle, émue. Ah. L'époque, elle est finalement autorisée à lutter contre l'incendie de la centrale nucléaire. A-t-elle aujourd'hui des problèmes de santé? Je vais très bien, assure-t-elle. J'ai 77 ans. Vous pouvez vérifier sur mon passeport. Aujourd'hui, la menace de la guerre plane sur Tchernobyl. La centrale est contrôlée par les Ukrainiens. En février 2025, un drone russe s'est écrasé sur le toit qui protège le sarcophage. L'incident a été maîtrisé. Mais Tchernobyl est peut-être passé près d'une nouvelle catastrophe nucléaire. Sujet suivant. Le gouvernement veut permettre la location des passoires thermiques sous certaines conditions. Un projet de loi logement discuté cet été, France Info. Le gouvernement veut permettre la location des passoires thermiques sous certaines conditions. Un projet de loi logement discuté cet été. L'exécutif, qui compte présenter rapidement une nouvelle loi logement, a annoncé jeudi le lancement d'un 3e programme national de rénovation urbaine. Publié le 23/04/2026 17h40 mis à jour le 23/04/2026 18h 10 temps de lecture. 1 minute des immeubles résidentiels dans le nord de la ville de Marseille-Bouches-du-Rhône, le 26 février 2026. Thibault Moritz AFP changer la méthode, sans changer l'ambition. Le gouvernement compte permettre la location des passoires thermiques sous certaines conditions, a annoncé le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, à Marseille-Bouches-du-Rhône, jeudi 23 avril lors d'une conférence de presse sur la question du logement. La location des logements classés G est interdite depuis le 1er janvier 2025, tandis que celle des habitations dont le DPE-F devait être impossible à partir de 2028. Les propriétaires de ces logements pourront les relouer s'ils s'engagent formellement contrat signé à réaliser des travaux de rénovation énergétique sous 3 à 5 ans, précise Matignon à France Télévisions. L'objectif est de remettre environ 700 000 logements sur le marché locatif tout en fournissant aux propriétaires des revenus pour financer les travaux, précise la même source. Il faut être pragmatique et raisonnable, quand on voit que ça va créer une pénurie de logements, il faut savoir un tout petit peu changer la méthode, sans changer l'ambition, a commenté le Premier ministre, Sébastien Lecornu. Le Premier ministre et le ministre au Logement ont détaillé plusieurs mesures visant à résoudre la crise du logement que connaît la France. Avec un objectif, construire 2 millions de logements, a détaillé le locataire de Matignon. L'exécutif compte ainsi lancer un projet de loi logement. Le texte devrait être présenté en Conseil des ministres dans les prochaines semaines, pour une première lecture à l'Assemblée nationale avant l'été. Outre la question des passoires thermiques, le gouvernement compte aussi donner aux maires le pouvoir d'attribuer les logements sociaux, actuellement détenus par les préfets, et renforcer le dispositif fiscal existant favorisant l'investissement locatif. Parallèlement, Sébastien Lecornu a annoncé un 3e programme national de rénovation urbaine en rue 3, qui intégrera également les enjeux de sécurité.
L'objectif est de repenser entièrement la vie dans des milliers de quartiers en France, précise Matignon. Le budget, de plusieurs milliards d'euros, est encore en cours d'arbitrage. Sujet suivant. Aux États-Unis, les morts ou disparitions d'une dizaine de scientifiques, qu'aucun élément ne relie, alimentent des spéculations jusqu'à déclencher une enquête du FBI, France Info. Aux États-Unis, les morts ou disparitions d'une dizaine de scientifiques, qu'aucun élément ne relie, alimentent des spéculations jusqu'à déclencher une enquête du FBI. Aucun lien n'a été établi entre ces affaires, dont certaines remontent à plusieurs années. Mais, dans le sillage d'internautes, des figures républicaines ont exprimé leur inquiétude sur une possible atteinte à la sécurité nationale. Donald Trump dit espérer qu'il s'agisse d'une coïncidence. Est-ce une théorie du complot farfelu, ou une affaire justifiant de mobiliser le sommet de l'État américain? L'idée d'un lien entre une série de disparitions ou de décès dans le monde scientifique depuis 2022 aux États-Unis suscite des interrogations croissantes depuis quelques mois. Au point qu'une enquête a été ouverte, menée par le FBI, en collaboration avec les ministères de l'Énergie et de la Guerre. Nous allons rechercher des liens entre ces scientifiques et l'accès à des informations classifiées, ou encore avec des acteurs étrangers, a précisé dimanche 19 avril à la chaîne américaine Fox News le patron du FBI, Kash Patel, connu pour sa proximité avec des mouvements conspirationnistes. Le 16 avril, Donald Trump avait lui-même réagi, reconnaissant s'interroger sur un lien possible entre ces affaires, au sortir d'une réunion sur le sujet. J'espère que c'est une coïncidence. Mais certains d'entre eux étaient des personnes très importantes, et nous allons examiner la question, a déclaré le président américain à la presse. En parallèle, le comité de surveillance de la Chambre des représentants, dirigé par des républicains, a également annoncé son intention d'enquêter. Quelque chose de sinistre se trame peut-être ici. Ces personnes à l'avant-garde de la recherche nucléaire sont soit mortes, soit portées disparues, a avancé dimanche James Comey, qui préside ce qui est la principale commission d'enquête de la Chambre basse du Congrès, auprès de Fox News. Il a ajouté que sa commission en faisait désormais l'une de ses priorités, car nous considérons cela comme une menace pour la sécurité nationale. Les soupçons ont commencé avec la disparition William Neil McCasland, un général de l'armée de l'air à la retraite, le 27 février dernier. Cet homme de 68 ans, en proie à des pertes de mémoire ponctuelles, n'a pas été revu depuis qu'il a quitté son domicile d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, en laissant derrière lui son téléphone et ses lunettes de vue, relève la chaîne américaine CNN, soulignant que l'homme a occupé des postes sensibles au cours de sa carrière. Il était notamment au cœur de certains des projets de recherche aérospatiale les plus avancés du Pentagone. William Neil McCasland a en effet dirigé le laboratoire de recherche de l'armée de l'air à la base aérienne de Wright-Patterson, célèbre pour avoir, selon une rumeur démentie par l'armée de l'air, abrité des débris extraterrestres. Sa disparition reste irrésolue. Début mars, dans un message sur Facebook, son épouse avait déjà tenu à démentir de fausses informations qui circulent au sujet de Neil et sa disparition. Neil ne dispose d'aucune connaissance particulière concernant les corps extraterrestres et les débris de l'accident de Roswell, écrivait-elle, rappelant qu'il était à la retraite depuis 13 ans. Il semble pour le moins improbable qu'il ait été enlevé pour lui soutirer des secrets très datés. Loin de rester un simple fait divers, la disparition du vétéran a été reliée par des internautes à d'autres morts ou disparitions relativement récentes de scientifiques. On peut citer notamment les cas de 3 chercheurs de la NASA, sujets de multiples spéculations. Michael Davidix, 59 ans, Frank Mewald, 61 ans et Monica Jacinto Reza, 60 ans, qui ont tous travaillé pour le Jet Propulsion Laboratory, un prestigieux laboratoire dédié à l'exploration spatiale, qui emploie 4500 personnes. Les 2 premiers sont morts de causes qui n'ont pas été rendues publiques, en 2023 et 2024, tandis que Monica Jacinto Reza a disparu lors d'une randonnée en forêt à Los Angeles en 2025. Cette affaire de disparition fait l'objet d'une enquête menée par le département du shérif du comté de Los Angeles et reste non élucidée, rapporte la chaîne américaine NBC News. À cette liste disparate se sont ajoutés Anthony Chavez, un retraité de 78 ans, et Melissa Casia, une assistante administrative de 53 ans, qui n'étaient pas des scientifiques mais avaient accès au site confidentiel de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, réputé pour avoir développé la bombe atomique. Le premier a disparu en mai 2025, sans donner de nouvelles. Un enquêteur a déclaré à CNN qu'il n'y avait aucun signe d'acte criminel le visant, mais que des recherches exhaustives n'avaient révélé aucun signe d'activité ni aucune indication qu'il prévoyait de partir. Quant à Melissa Casia, elle a été vue pour la dernière fois en juin 2025, alors qu'elle marchait sur une autoroute, elle avait laissé ses affaires chez elle, ainsi qu'un téléphone qui avait été réinitialisé aux paramètres d'usine,
a rapporté NBC News dans un article publié un mois après sa disparition. Le meurtre de Carl Grillmer, astrophysicien abattu devant sa maison de Los Angeles en février dernier, fait également l'objet de spéculations. Les autorités ont arrêté un suspect qui, selon elles, ne connaissait pas la victime, a fait savoir le média californien ABC7. S'ajoute à la liste celui de Nuno Loureiro, professeur de génie nucléaire à l'université du Massachusetts, abattu en décembre dernier à Boston à son domicile, par un tireur qui avait également ouvert le feu sur le campus de l'université Brown, tuant 2 étudiants. De nombreux internautes estiment que ces morts et disparitions pourraient avoir un lien avec les sujets de recherche des victimes, plusieurs voix évoquant notamment l'hypothèse d'une ingérence étrangère. D'autres acteurs cherchent à temporiser cet emballement, notamment alimenté par Fox News. Les gens meurent, tout simplement. Accidents vasculaires cérébraux, maladies, suicides, vols, cela arrive, a rappelé une porte-parole du département de l'énergie des États-Unis auprès de CBS News, soulignant que près de 20 000 personnes sont employées dans les départements concernés, dont beaucoup n'ont pas accès à des informations sensibles. Ces décès et disparitions s'étalent sur plusieurs années et concernent des organisations différentes, qui n'ont entre elles qu'un lien ténu, a ajouté Joseph Rogers, chercheur sur le nucléaire au Centre d'études stratégiques et internationales, également interrogé par la chaîne américaine. Et d'ajouter, si tous ces scientifiques travaillaient sur un seul projet ou système d'armement, je serais plus méfiant. De son côté, la NASA assure que, à l'heure actuelle, aucun élément ne laisse présager une menace pour la sécurité nationale. L'agence s'engage à la transparence et fournira davantage d'informations dès que possible, a affirmé sa porte-parole sur X. Pour le magazine américain The Atlantic, le fait de relier ces morts entre elles est un nouveau cas d'absurdité flagrante qui a fait son chemin jusqu'aux plus hauts échelons de la politique et des médias américains. Qualifier cela de théorie du complot serait bien trop indulgent, car aucune théorie cohérente n'a été avancée pour expliquer la succession de ces événements, pense le média, qui parle d'une supercherie.